Et bonjour à tous, je m'appelle Yann Rochdy, bienvenue en direct de la Révolution culturelle, épisode du 17 mars 2024, deuxième partie du canon du navire et de la plume. Hier, on a vu la première partie, je voulais le faire en une partie, mais que voulez-vous, c'est tellement un bon livre que je me suis dit qu'il fallait vraiment revoir cette chronologie-là, parce que la semaine passée, on a vu l'histoire du nouvel ordre mondial. Et là, ce livre-là, intuitivement, j'ai sélectionné le livre suivant, c'est l'histoire qui aboutit au nouvel ordre mondial. Le livre est séparé en trois parties. La première partie débute donc avec le début de la première grande guerre hybride maritime mondiale. Donc la conquête du Nouveau Monde, la guerre de 7 ans et ce qui découle de ça. La deuxième partie, on commence aujourd'hui. C'est quoi qui découle des effets de la guerre de 7 ans et du début de cette grande guerre? L'époque des grandes révolutions. Donc les grandes révolutions et les guerres napoléoniennes, c'est ça qu'on va parler aussi aujourd'hui en commençant. Et on va terminer, le livre se termine, donc c'est sur l'impact de tout ça dans la périphérie du monde, donc tout loin de l'Europe, loin des grands centres européens chrétiens. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ça? Et ensuite de ça, la dernière partie, la finale, l'apothéose. Donc, la grande décennie 1860, qui est en fait les décennies 1850 à 70. Ou peut-être même 80. En tout cas, c'est 20 ou 30 ans. C'est pour ça qu'on dit que c'est la longue décennie 1860. C'est qu'il se passe beaucoup de choses. Et c'est à cause de cette décennie-là qu'on aboutit aux grandes guerres mondiales officielles modernes, première et deuxième. Et après, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a la première hégémonie du globe, la marine anglo-américaine qui prend le contrôle de l'espace de commerce mondial avec ses grandes constitutions internationales, ses traités, ses institutions comme l'ONU, l'Organisation mondiale du commerce, le Fonds monétaire international, le Nouvel ordre mondial. Donc, c'est intéressant, hein? Chapitre 3, Philadelphie. C'est une histoire très précise. Dans le livre, elle rapporte, là, Linda Coley, euh, l'histoire de la Convention américaine. Très intéressant. Euh, Par exemple, on y apprend que durant tout le processus officiel de la Convention, les débats, ils étaient séquestrés, les pères fondateurs américains. Donc, à Philadelphie, ils étaient embarrés. Même les fenêtres étaient fermées. Jusqu'à temps qu'ils ont rempli leur mandat. En fait, ils ont dépassé leur mandat en aboutissant avec un projet constitutionnel. Je vous referai pas l'histoire parce que j'en ai parlé durant les Federalist Papers il y a 2 semaines. Il y a plus 3 semaines, en tout cas. C'est la première constitution qui crée une république se dressant devant un empire et qui réussit. Et qui est devenue, à la suite de ça, elle-même un empire, cette république, dans la modernité. La République américaine va devenir un empire grossièrement entre l'époque de la guerre de sécession et l'avant-première guerre mondiale. Donc, en imposant une nouvelle constitution aux États confédérés du Sud, premièrement, et en acquérant les Philippines du régime espagnol. La guerre d'indépendance américaine, c'était une guerre hybride. C'est la plus grande guerre hybride après la guerre de 7 ans, qui a eu lieu quelques décennies avant. La grande guerre d'indépendance américaine a, a vu l'Angleterre, la Grande-Bretagne utiliser la moitié de la Royal Navy et
les 2 tiers de l'armée britannique. Donc, si on regarde ces chiffres-là, il n'y avait même pas de marine américaine. On peut prouver hors de tout doute raisonnable que sans l'approvisionnement logistique et la marine française, la guerre révolutionnaire américaine n'aurait pas abouti à une victoire des États-Unis, des 13 colonies. Donc, sans marine française, pas d'États-Unis. La déclaration d'indépendance, c'est un document constitutionnel, techniquement, si on suit ce que je vous ai dit, parce que c'est pas tout le temps officiellement une constitution, mais il y a des principes constitutionnels dans ces textes officiels. Euh, la déclaration d'indépendance, c'est donc comme une constitution, une action de publicité qui a réussi. Parce que grâce à la déclaration d'indépendance et grâce à leurs contacts en France, les indépendantistes, les terroristes colonistes américains, colons américains ont reçu l'aide des Français grâce à cette publicité-là. C'est intéressant. Les Federalist Papers, c'est un autre document officiel de l'histoire constitutionnelle américaine. Les articles de confédération. Et la guerre révolutionnaire. Donc tout ça, ça fait partie de comment les États-Unis se voient eux-mêmes au niveau domestique, l'Union, et comment ils projettent cette union-là à l'international en faisant cette histoire-là. On ne doit pas oublier l'esclavage, parce que le reste de la planète avait bien compris. Malgré qu'officiellement les États-Unis avaient épousé ce qu'on appelle une constitution républicaine, c'était un régime qui acceptait l'esclavage. Donc ils ont coupé la poire en deux. Dans les documents constitutionnels, donc dans la Constitution, il n'y a pas le mot esclavage. Dans les Federalist Papers, ils disent qu'ils en ont parlé, qu'ils veulent que ça arrête dans les décennies suivantes. C'était pas assez. Les autres, donc les citoyens des pays européens, les pays qui sont colonisés à l'époque post-guerre de 7 ans, donc autour de la fin du 18e siècle, voyaient très bien qu'il y avait un double standard dans l'appel révolutionnaire américain. Euh, ces opérations de publicité, déclaration d'indépendance, constitution, les articles de confédération, Federalist Paper, c'est les Américains, qu'est-ce qui ont amené à ça? C'est l'idée de rendre ça dans un format abordable, un format grand public. Donc, par exemple, la déclaration d'indépendance, très court, précis, un objet à grande diffusion, affiché. C'était assez court pour que ce soit une affiche en 4 pages, là, la grosseur de 4 pages, 8 par 11. Là. Donc, une affiche que tu déplies, que tu cloues à un board de taverne. Ah, c'est intéressant ça. Donc, ils ont pensé la déclaration d'indépendance pour que ce soit assez court pour qu'on puisse l'afficher sur un mur de taverne pour que les gens, monsieur, madame, tout le monde, aient accès au texte. Très intéressant. Les traductions des textes sont toujours pour convaincre du sérieux du processus, de la démarche vis-à-vis des autres intérêts du reste de la planète. Plus que tu as l'air sérieux dans ta démarche, dans ton cérémoniel, dans la diffusion, dans le processus de ratification, même l'appui populaire va avoir un impact. Tout ça, ça augmente ou diminue la confiance que les autres régimes vont accorder à la légitimité qu'ils vont accorder à ton propre régime. Donc c'est un système complexe. C'est pas juste comment toi tu te vois, c'est comment les gens te voient. Rendu fin 19e siècle, on va voir une explosion du nombre de constitutions après donc cette période révolutionnaire, fin 18e jusqu'à la fin du 19e. Le top 9 des droits les plus mentionnés
dans les centaines de constitutions entre 1776 et 1850. C'est intéressant ça. Ça c'est, je l'ai reproduit tel quel parce que c'est très intéressant. Donc les 9 droits les plus mentionnés dans tous les projets planétaires constitutionnels. Ça veut dire qu'on englobe toutes les civilisations. Les 9. Donc le premier, top 1. À prendre en compte en 2024 à quel point on a oublié ces sagesses anciennes. Le premier droit le plus évoqué dans tous les appels constitutionnels dès le 18e siècle. Liberté de la presse. Deuxième, liberté de religion. Donc, 560 et 534 fois. Donc, il y a 534 et 560 constitutions, projets constitutionnels qui ont mentionné ces deux libertés-là. Troisième, habeas corpus, 492 fois. Le habeas corpus, c'est le process judiciaire, donc le fait d'avoir le droit de ne pas s'auto-incriminer, le droit d'être jugé par ses pairs. Ça, c'est le habeas corpus. Ensuite de ça, 477 fois le quatrième droit, le quatrième liberté, droit le plus mentionné, la souveraineté populaire. Ça, c'est mentionné d'habitude pour légitimer les droits. 477 fois. 408 fois. Liberté de pétition. Donc, le cinquième droit le plus mentionné, liberté de pétition. Pétition, c'est aller se plaindre à nos shérifs, nos députés, nos représentants, nos sénateurs, nos gouverneurs. Ensuite de ça, sixième, liberté d'expression. Mais là, on tombe à un droit qui est moins évoqué. Liberté d'expression, 196 fois. 172, le septième, liberté de se rassembler. Liberté d'assembler. 172 fois. Liberté de commerce, 169 fois. Et le neuvième, liberté de circulation, liberté de mouvement, 68 fois. Liberté de mouvement parce que à l'époque, il y avait beaucoup de serfs et d'esclaves, donc très peu de liberté de mouvement. Donc, si on attaque la liberté de mouvement, on revient lentement vers le Moyen Âge, comme je vous le dis tout le temps. On s'envoyait donc des constitutions par la poste. Donc, un exemple, je vous avais parlé hier de Toussaint Louverture qui va s'essayer contre Napoléon. Ben, ça, c'est un exemple. Napoléon va imposer sa constitution impériale en 1799. 2 ans plus tard, Toussaint Louverture va proposer une constitution haïtienne dans la face à Napoléon. Les Sud-Américains vont copier les Américains. Donc, une autre manière de se répondre par des constitutions opposées. Les Sud-Américains, donc, pour se libérer des Espagnols, tu as la Grande Colombie, qui va se créer, Grand Colombia, en 1819. La Colombie, Panama, Venezuela et l'Équateur, qui veut fonder une république fédérale. C'est intéressant. 1891, le Brésil va copier les Américains aussi. Donc, pour sortir du régime du portugais ou espagnol, peu importe. Les pays copient les idées, mais surtout le processus d'impression et de diffusion et l'esthétique américaine. C'est ça qui vont copier en premier. C'est pour ça que j'ai focusé là-dessus. 1810-1820, on a éclatement de l'Empire espagnol. Donc, juste à la fin des premières guerres napoléoniennes. Donc, sur le modèle États-Unis, déclaration d'indépendance vis-à-vis de la monarchie britannique, on a éclatement de l'Empire espagnol. Des déclarations d'indépendance dans tous les régimes qui vont émerger de cette scission impériale-là. Malgré l'effondrement de l'Empire espagnol, la plupart des empires resteront intacts jusqu'à la première, deuxième guerre mondiale. Et c'est pour ça que la première grande guerre mondiale maritime, la première grande guerre hybride que j'évoque, n'était pas terminée. Parce que pour qu'elle se termine, il
Il faut qu'il y ait le résultat final, des aboutissements de tous ces projets-là. Et c'était l'éclatement des empires. Là, on est en train de renverser ça. C'est pour ça qu'on dit qu'on est en train de revenir en période de Grande Guerre maritime mondiale hybride. On a on a des États qui sont en train de s'agglomérer en super États, des empires qui réémergent et qui sont en train de compétitionner l'empire hégémonique américain. Donc on a un processus qui va peut-être soit aboutir à une super hégémonie, soit qui va aboutir à un retour des cités-États à la mode Renaissance, Moyen-Âge. Rendu ici, la majorité des entités politiques ont une histoire constitutionnelle. Donc, les États-Unis et les Européens ne deviennent déjà plus les modèles ailleurs sur la planète. Donc, juste après l'époque révolutionnaire, Première Guerre napoléonienne, 1810, 1820, déjà là, la mode américaine, la mode européenne est passée. Dès le début du 19e siècle, partout, les autres empires et les entités qui veulent se libérer des empires, les États-nations qui veulent rester souverains ou qui veulent se constituer en empire, tous ces régimes-là prennent déjà plus comme modèle les Américains. Hein? C'est intéressant. Dès 1790, les éditeurs partout sur la planète, parce que les presses de Gutenberg, les innovations vont avoir pullulé partout. Tous les régimes s'achètent des presses pour procéder à leur propre diffusion. Donc, il y a des éditeurs partout sur la planète qui font des compendiums de constitution pour que les citoyens se fassent leurs propres idées. Leur propre idée des constitutions. Souvent, dans le compendium, il y a une version proposée. Exemple, en 1922, l'Irlande libre, va proposer une diffusion étatique Select Constitutions of the World, donc 18 constitutions d'ailleurs, à l'époque de la post-Première Guerre mondiale. Et en plus des 18 constitutions, une constitution proposée irlandaise, donc pour permettre aux autres gens de comparer c'est quoi la constitution proposée et la constitution irlandaise, les autres constitutions à l'époque. Donc, c'est un jeu, littéralement, un jeu de café. Donc, monsieur, madame, tout le monde, mix and matching qu'on appelle. Euh, Plusieurs entités politiques, plusieurs régimes vont donc utiliser ces compendiums-là pour choisir ce qu'ils veulent avoir. Un peu comme quand tu veux te faire des commandes par Internet qui sont spécialisées dans certains produits. Donc, un exemple, la Norvège va produire une constitution en 1814 dans un contexte guerrier encore. Ça, c'est un régime monarchique où le roi détenait plusieurs territoires, dont la Norvège. Et là, il va abdiquer de la Norvège, ce qui veut dire que la Norvège n'a plus de monarque. Ça pouvait arriver, ça. Donc, tu as une entité sans souverain. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les monarchies, tous les empires alentours vont avoir des claims historiques sur ton territoire. Donc là, les oligarques, les aristocrates, la noblesse norvégienne paniquent. Ils doivent pondre une constitution. Ils vont rassembler par plusieurs sources plein de constitutions différentes et ils vont, à la dernière minute, avant que, je pense que c'est le roi suédois, arrive avec des troupes pour occuper la Norvège, ils vont pondre leur constitution. La Norvège, à l'époque, très peu développée. Il y avait eu une grande guerre des peuples scandinaves, la Grande Guerre du Nord. Ça a détruit la démographie des pays scandinaves et ils ont eu de la misère à revenir de ça.
On a des nouvelles technologies, les bateaux, les caravelles, les bateaux à vapeur, la machine à vapeur, le chemin de fer commence à se développer. Et là, en même temps que la Constitution pour sécuriser politiquement et militairement leur régime, ils vont moderniser le régime, moderniser les infrastructures du régime et diffuser cette constitution partout. Via quoi? Via les ports côtiers, bureaux de poste norvégiens. Donc, puisque la Norvège, pays très froid, très peu développé, c'est côtier à l'os, il y a très peu de routes intérieures. Tout se fait par bateau au niveau du commerce et de la poste. La vie communautaire citoyenne s'effectue dans les bureaux de poste maritimes côtiers, les ports, les petits ports. Et donc, tout le processus constitutionnel de diffusion va se faire dans ces endroits-là. Ils vont moderniser ça. Euh, les documents qui viennent en Norvège viennent d'où? Principalement de Copenhague, au Danemark. Euh, Copenhague qui avait des liens très proches des universités parisiennes. C'est quand même proche. Ensuite de ça, les autres ports côtiers qui ont aussi un impact au niveau de l'Europe avec la Norvège. Les ports anglais, les ports écossais, les ports irlandais, les ports des Pays-Bas, les ports allemands, les ports suédois. Et donc, que ce soit les ressources économiques ou les informations qui vont être copiées dans le projet constitutionnel norvégien, ça provient principalement de ces sources-là. Donc, le résultat final, une constitution de monarchie constitutionnelle à l'image des Anglais, avec une filiation sur les droits des constitutions des pays, des ports que j'ai mentionnés. Le projet constitutionnel associé est directement associé à la modernisation des postes et des ports. Donc, c'est une certaine manière pour affirmer, augmenter la légitimité du processus. Les constitutions avaient des impacts chez les dissidents des autres pays, nations, empires. Très important. Donc, c'est pas juste les régimes qui copient les autres régimes, qui répondent aux autres régimes, qui payent les droits des autres régimes. C'est aussi les dissidents dans les autres régimes qui vont aller chercher des modèles. Par exemple, dans un régime impérial avec des esclaves, on va avoir des rébellions d'esclaves qui vont utiliser des constitutions étrangères pour revendiquer des droits. On va avoir des dissidents qui vont dénoncer des inégalités religieuses. Par exemple, les catholiques de Londres qui vont dénoncer les inégalités religieuses vis-à-vis des protestants en utilisant la constitution mexicaine, le plan de Iguala. Donc les Irlandais aussi vont faire ça de la même manière. Parce que le plan de Iguala du Mexique est une constitution, un projet constitutionnel qui revendique l'égalité entre les sexes, les races, les couleurs de peau et les religions. Les Indiens vont aussi utiliser le plan de Iguala de Mexico pour combattre l'assujettissement des Indiens vis-à-vis de la East India Company, qui est la plus grande compagnie de mercenaires de l'époque. C'était aussi gros qu'un État. C'est une des raisons pourquoi l'Empire anglais a perduré aussi longtemps qu'il a perduré. Pour s'émanciper de la East India Company, deux joueurs... Non, c'est pas des joueurs de concession. C'est des innovateurs. C'est des gens qui ont marqué un court moment. C'est les premiers dissidents que l'histoire a gardés. Donc, Ramoan Roy et James Silk Buckingham.
Donc, un Indien, un Anglais, de deux milieux différents, ils se retrouvent en Inde. Les deux sont anti-impérialistes. En 1818, ils fondent le Calcutta Journal, fermé 5 ans plus tard, en 1823. Ils focus sur les changements politiques de l'époque. Ce sont des éditeurs qui vont éditer des constitutions étrangères en Inde. Et c'est une innovation parce que c'est probablement la première fois que les citoyens indiens sont confrontés à des processus démocratiques et les Indiens vont comprendre assez rapidement. On voit que la diffusion de la mode des constitutions, souvent liée à l'augmentation de la littératie, donc si on combat l'analphabétisme, les gens revendiquent des droits constitutionnels. Deuxièmement, si on veut euh, combattre des hiérarchies religieuses. Donc, si on a plus de hiérarchies religieuses, ça marche pas, la diffusion des constitutions. Et troisième truc qui pourrait baisser le processus de diffusion des constitutions, c'est la présence ou l'absence de presse. Donc, plus il y a d'analphabètes, plus il y a de hiérarchie religieuse et moins il y a de presse, plus le processus de diffusion des constitutions était ralenti. Par exemple, dans l'Empire ottoman, qui est avec donc les États-nations et les autres empires musulmans, africains, c'est les derniers qui ont compris la game. Empire ottoman, Asie centrale, Moyen-Orient. Ça va débloquer plus tard. La Chine va se mordre les doigts pendant ce temps-là. La Chine va comprendre comme l'Empire ottoman trop tard l'importance d'une constitution. La Chine va devoir subir une série de revers impériaux brutaux, avant de proposer une modernisation. La première guerre de l'opium, 1839-1842. La rébellion de Taiping, 1850-1870, pendant à peu près 20 ans. La guerre sino-française, 1884-1885. La guerre sino-chinoise, 1894-1895. Pendant plus d'un siècle, c'est le siècle de la dépression chinoise, le siècle de l'assujettissement. Les Chinois n'ont pas compris qu'ils avaient besoin d'une marine puissante en contexte de guerre maritime, guerre hybride mondiale. Et à cause de ça, leurs intérêts ont été bafoués pendant plus d'un siècle. Donc, c'est une des raisons pour ça. C'est probablement la raison la plus importante de pourquoi on voit la Chine qui construit une marine brutale présentement. En fait, deux marines brutales. Une marine étatique puis une marine non officielle. Des pêcheurs chinois qui appellent. Hein. Et pourquoi ils construisent des îles et pourquoi ils ont la stratégie Belt and Road Initiative qui est un plan de grande stratégie mondiale en contexte de guerre hybride. Donc leur réorganisation constitutionnelle a été ralentie. Les Américains deviennent officiellement à la même époque un empire. Donc on est autour de juste avant la guerre de sécession. On tombe de 13 États, 13 colonies à 24 États aux États-Unis. Pourquoi ils deviennent un empire? Ils deviennent un empire transcontinental rendu à cette époque-là parce que la grosseur du super-État de la Fédération américaine est trop grosse pour être simplement un État-nation. C'est un empire. Les Autochtones essaient de se battre contre l'expansion des Blancs en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, et ils vont copier le processus constitutionnel. Donc, partout, les Autochtones vont essayer d'accoucher d'une constitution et de la diffuser pour se faire reconnaître des droits. Un exemple, la Convention des Cherokees
en 1827 qui va mener à une constitution. Si tu veux être une nation, tu dois avoir des traces écrites de ton existence en tant que nation. C'est comme une famille, c'est comme une entreprise, c'est comme des individus souverains, des monarchies. Si tu veux marquer le monde réel, il faut que tu laisses des traces physiques. Donc, tout ce qui se fait sur le digital, malheureusement, c'est pas une trace physique. Chapitre 4. Donc, chapitre 4, je peux vous faire un autre chapitre gratuit. On est rendu à l'armée des législateurs. Donc, on retourne à Paris. On a les États généraux pour payer la grande marine française qui a aidé les États-Unis à déclarer leur indépendance. Malheureusement, les États généraux du roi aboutissent à encore plus de révoltes, de rébellions, de jacqueries et finalement d'une révolution française de 1789 qui va aboutir à la terreur, qui va aboutir à Napoléon. Et c'est drôle parce que autant les révolutionnaires que les napoléoniens vont produire une série avec des S de constitution. L'ogre Napoléon a utilisé l'outil politique de la Constitution pour lever du cash et des hommes pour des projets impériaux abrutis, stupides, avec des ambitions d'ogre, gigantesques. Une campagne militaire en Russie qui voit son armée être anéantie. Une campagne en Égypte qui aboutit à rien, un peu comme la campagne américaine en Afghanistan ou au Vietnam. Une campagne à Haïti qui aboutit à rien, qui aboutit en fait à la vente de la Louisiane aux Américains. Et une campagne, non, c'est pas une campagne, c'est une expédition en Australie qui va coûter très cher. Pour à peu près rien, encore une fois. Donc ça marche pas bien. Napoléon, il a des grandes idées, mais au niveau de l'exécution, surtout maritime, ça ne fonctionne pas. C'était un très bon stratège guerrier sur Terre, mais pour comprendre le contexte de la guerre hybride, ça n'a pas percuté. La peur de Napoléon a eu par contre un effet positif sur le reste de la planète. Donc malgré tout, malgré l'ambition démesurée de l'ogre Napoléon, malgré son incapacité à réussir ses projets impériaux, l'impact de Napoléon sur le reste de la planète, à cause de la réaction de ces autres pays sur leur propre peuple et sur leur propre développement, a été overall positif. Parce que ça a donné le courage à des peuples d'obtenir des droits et leur propre souveraineté vis-à-vis d'un empire de l'époque. Donc là, on rentre dans le dernier choc de titan Angleterre-France. On a une série de victoires napoléoniennes, campagne en Italie, campagne qui crée la Westphalie, campagne en Espagne pour que l'ogre napoléonien mette sur le trône un membre de sa famille avec pour but de prendre possession des colonies espagnoles du reste de la planète pour payer ses guerres contre les Britanniques. Parce que, après la bataille de Trafalgar, il n'y a plus vraiment de marine française-espagnole. Il n'y a pas de marine qui est capable de combattre les Anglais.
Le blocus anglais, le blocus de... c'est pas Wellington, c'est l'autre, là. J'ai oublié son nom. Donc, le blocus maritime anglais fonctionne très bien. Napoléon vend la Louisiane aux États-Unis pour continuer ses guerres. Pendant ce temps, on a donc Napoléon le constitutionnaliste. Comme je vous ai dit, Italie, Westphalie, Espagne, pour légitimer ses conquêtes militaires terrestres, on implante des constitutions. Donc, Code civil de Napoléon, la Banque de France est créée, 1799, on a une constitution où Napoléon devient le premier consul de France. 1802, il devient premier consul de France pour la vie. 1804, il devient empereur avec donc succession héréditaire. En 1797, il pond une constitution pour la République cisalpine. Ça, c'est une partie de la Lombardie, Piémont, la Suisse, Venise, Modena, les légations papales, donc Romagna, Ferrara et Bologna. C'est dans cette constitution qui est utilisée pour légitimer son régime, avoir des taxes levées des conscriptions d'hommes. On va avoir un langage très intéressant. Le langage, c'est que Napoléon, il est puissant. Napoléon, il est fort. Il voit la dégénération des politiques de l'époque, des régimes politiques de l'époque, et la nouvelle constitution va régénérer la société. C'est ça qui est utilisé comme langage dans ces constitutions imposées par l'Empire de Napoléon. Deuxième exemple de constitution, Westphalie. Victoire contre la Prusse en 1806. Troisième exemple de constitution, le duché de Varsovie, Warsaw. Quatrième exemple de constitution napoléonienne, après l'envahissement de l'Espagne, il va développer le Bayonne Statute, 1808. Première constitution moderne écrite pour le royaume monarchique de l'Espagne à l'époque. Le but, c'était donc je comprends pas c'est quoi le mot que j'ai écrit. Donc, mettre sur le trône un membre de sa famille pour piller les ressources impériales de l'Espagne, de l'Empire espagnol. On a les opposants espagnols à Napoléon qui vont pondre une constitution pour répondre à Napoléon. Pour aller chercher les ressources de l'Empire espagnol pour leurs intérêts anti-napoléoniens en Espagne et au Portugal, ils vont donner des droits, les oligarques espagnols et portugais vont donner des droits aux autochtones sud-américains. Ils sont intelligents. Donc, on va donner des droits aux indigènes de l'Amérique du Sud pour les calmer, parce que pendant l'effondrement de l'Empire espagnol, il y a partout des révoltes. La Constitution aura une suite d'échecs. Donc, c'est quoi la... Ah, c'est ça. Le nom de cette constitution-là s'appelle la Constitution de Cadiz. Donc, pour répondre à l'invasion napoléonienne, les Espagnols se rassemblent à Cadiz. Ils pondent une constitution pro droits indigènes, mais ça ne marchera pas très fort. 1812, on essaie d'implanter cette constitution-là. En 1813, ça ne marche pas. 1820, 1823, ça ne marche plus. 1836, 1837, ça ne marche plus. Donc, on voit l'Empire espagnol est incapable de perdurer politiquement. Il n'a plus de légitimité partout en Amérique du Sud pendant
30-40 ans, ils essaient d'implanter une constitution et ça ne fonctionne pas. Mais, la constitution de Cadiz devient un des documents les plus traduits et qui a le plus circulé partout sur la planète entre 1814 et 1836. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, les États-Unis sont déjà plus, au début du 19e siècle, sont déjà plus à la mode. La vraie mode, au début du 19e siècle, c'est une constitution impériale espagnole qui avait pour but de répondre politiquement à l'Empire Napoléon, l'empereur à Napoléon. Cette constitution a mené à rien pantoute en Espagne, mais partout sur la planète, les régimes ont copié cette constitution parce que les peuples avaient soif de souveraineté. Très intéressant. On a 11 traductions allemandes, 12 traductions italiennes entre 1812 et 1821. Les 11 traductions allemandes, c'est entre 1814 et 1836. On a des traductions anglaises, russes, français, arabe, bengali, mandarin de cette constitution de Cadiz. C'est un document de libération de masse. Si vous pensiez que la déclaration d'indépendance américaine était le document à l'époque, vous avez tout faux. Le document de libération de masse à l'époque, révolutionnaire. Donc quand tout le monde a vu que les États-Unis ont réussi leur projet, le document que les gens veulent copier, c'est pas la Constitution américaine de 86-87. C'est la Constitution de Cadiz. C'est un document, c'est une constitution qui est monarchiste quand même, et c'est une constitution qui revendique ouvertement le catholicisme comme religion d'État. Donc elle n'est pas parfaite, cette constitution-là. Autre innovation des Cadizois, donc des impérialistes espagnols, des oligarques aristocrates de l'époque, pour vendre, pour diffuser la constitution de Cadiz dans l'Empire espagnol, puisque les peuples étaient très peu alphabétisés, donc beaucoup de niveau de littératie très bas. Ce sont les prêtres catholiques qui ont diffusé la constitution de Cadiz au cœur, les prêtres catholiques au cœur du processus de diffusion de la constitution dans leurs églises. Donc ils déclamaient, ils lisaient à voix haute pendant les messes du dimanche la constitution de Cadiz. Donc vous voyez comment les régimes peuvent utiliser des méthodes bien propres pour diffuser ces constitutions-là. Malgré tout, cet empire espagnol perdit toutes ses provinces une par une, peu à peu, à l'époque napoléonienne. L'invasion de Napoléon a provoqué la libération des gouvernements sud-américains avant leur gouvernement impérial. Donc, saviez-vous que la créature de Frankenstein, de Mary Shelley, a été inventée? Ce personnage-là de la créature de Frankenstein, c'est une invention à l'image de Napoléon. J'ai été très surpris. Mary Shelley a écrit des livres à son époque, des livres politiques. C'était une féministe anti-impérialiste, anti-guerre, anti-Napoléon. Elle détestait Napoléon. Et la description de la créature de Frankenstein est mot pour mot ce qu'elle utilisait politiquement pour décrire Napoléon. Donc le Prométhéeus, la métaphore de l'Antiquité gréco-romaine, c'est Napoléon. Grâce au succès de Napoléon, on a une nouvelle mode dans les années 1820. A written constitution is sufficient to change a political system and remedy
All Nations Woes. Donc, Napoléon cimente cette réalité que la Constitution n'est pas immuable. La Constitution est un outil politique pour arriver à des buts bien précis. Or at least be attempted. Donc au moins tu essayes de remplir des objectifs. La Constitution a pour but souvent de développer un sentiment d'optimisme qui est un précurseur à la confiance et à la légitimité d'un régime politique. Quand Napoléon perd et qui est exilé, on a une horde d'agents, d'opérateurs politiques, d'espions, de politiciens en herbe, de commentateurs de salon qui envahissent la planète. Donc l'empire de Napoléon s'effondre, son énorme armée, son énorme flotte. Et là, tu as 20 000 officiers français et d'autres nations, des Italiens, des Espagnols, des nations qui avaient été conquises. Tu as 20 000 officiers napoléoniens qui ont plus de solde, qui ont plus de cash. Alors, ils deviennent des agents libres. Et ils s'en vont partout sur la planète pour parler de constitution. Et ou peut-être faire la guerre, et ou peut-être libérer des peuples. Donc, ils deviennent des agents libres. 20 000 officiers. Ils deviennent des activistes politiques à temps plein. Ils s'en vont en Perse, en Égypte, dans le monde ottoman, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, aux États-Unis. Ils vont partout. Par exemple, l'Italien Carlo Luigi Castelli, qui se ramasse avec qui? Simon Bolivar, en Amérique du Sud, la révolution bolivarienne. Un autre fasciné par Napoléon, Thomas Stamford Raffles. Thomas Stamford Raffles achète Singapour, une partie de l'île, et il va pondre une constitution parce qu'il est fasciné par Napoléon puis il veut le copier. Il veut le copier. Donc, c'est Napoléon, malgré ses défaites, a eu un impact partout sur la planète. Les gens l'ont copié de plein de manières différentes. Donc là, on est rendu chapitre 5, c'est-tu la troisième partie? Une seconde, je vous dis ça. Non, c'est chapitre 6. 51 minutes. Je fais un autre chapitre. Chapitre 5. Là, on est rendu à Londres. Donc, après les guerres napoléoniennes, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est la Grande Guerre maritime mondiale, après la bataille de Trafalgar et la période 1820-1830. Les Français ne peuvent plus prétendre à devenir le numéro 1 leader mondial. Donc, les Britanniques n'ont pas l'hégémonie mondiale, mais ils sont le premier empire. Grossièrement. Ça se calme un peu, les conflits. Ça va repartir dans les années 60. Mais à partir des années 1820-1830, Londres devient la première grande capitale mondialisée. Grossièrement. La nouvelle grande Rome. Le centre du monde. À cause de la British East India Company, qui immunise l'Angleterre des problèmes de la guerre, à cause de leur réseau maritime mondial, à cause du fait que Londres, immunisé de la guerre, devient le centre des exilés. Donc partout, les exilés de partout sur la planète viennent à Londres.
À cause du nombre de presse en Angleterre, l'industrie de la presse en Angleterre, Londres devient centre du monde à cause de Bobby Hart, leader générationnel des activistes constitutionnels, un dénommé Jeremy Bentham. C'est un consultant de constitution pour des dizaines d'États. Donc des dizaines de régimes politiques sont allés voir Jeremy Bentham pour qu'il leur ponde une constitution. Londres va donc commencer à vivre elle va avoir une réputation d'être exceptionnelle parce que elle n'aurait pas de constitution. En fait, elle a une constitution non codifiée. Et malgré l'absence officielle de constitution, elle est immunisée de la guerre. Donc, il y a un exceptionnalisme britannique qui commence à émerger 1820. Revenons à Simon Bolivar. Il y a une révolution à cette époque-là. Partout en Amérique du Sud, il y a une série de victoires contre les Britanniques. Et Simon Bolivar va chercher à créer des institutions, des sénats, des parlements, des constitutions. Malgré ça, malgré ses ambitions, ça ne marchera pas. 1830, il va mourir. Donc, pendant une décennie, il va essayer de faire émerger soit des États, soit une fédération ou une confédération bolivarienne en Amérique du Sud pour s'émanciper des empires. Ça ne fonctionnera pas. Mais, rendu à 1830, on a quand même des régimes qui vont poursuivre son travail. Donc, Bolivar, il meurt, mais l'idée de Bolivar va perdurer. 10 régimes, beaucoup d'expériences révolutionnaires en Amérique du Sud à cause de l'effondrement de l'Empire espagnol. On a donc des expériences positives et des expériences négatives. Donc, on a le paradis sur Terre durant la décennie de 1830 en Amérique du Sud et on a l'enfer sur Terre. Par exemple, le paradis terrestre en Amérique du Sud, 1833 à 1920, pendant près d'un siècle, on va avoir une constitution qui ressemble à la constitution britannique et française et belge de cette époque-là. Le Chili va donc avoir une stabilité pendant près d'un siècle. L'enfer, le Venezuela, où Simon Bolivar a essayé d'implanter quelque chose. 6 constitutions entre 1810 et 1830. La Nouvelle-Grenade, 10 constitutions pendant la même époque. Ça marche pas. Quand tu as 10 constitutions en l'espace de une ou deux décennies, c'est pas bon signe. Le but d'une constitution, c'est un contrat. Donc, si tu es tout le temps en train de renégocier ton contrat, il n'y a pas vraiment de confiance qui se crée. Autre exemple intéressant à cette époque-là, on a d'autres individus privés, d'autres joueurs de concession qui vont copier des Jeremy Bentham ou des Thomas Paine dont j'ai parlé hier, des Lord Byron et des John Cartwright. Lord Byron en 1822 qui va mettre de son capital pour acheter des bateaux, des navires qui vont avoir pour but d'aider dans des projets révolutionnaires. Ça ne marchera pas. Mais on voit que à partir de cette époque-là, on a des gens puissants qui sont des individus privés, qui ne représentent rien politiquement. Ils n'ont pas de mandat, c'est pas des monarques,
Ils représentent pas des organisations quelconques. C'est des individus privés qui veulent aider des peuples à émerger de manière souveraine. Donc Lord Byron, John Cartwright. John Cartwright, associé de Jeremy Bentham, un officier militaire sur le terrain, donc moins bibliothécaire, moins rat de bibliothèque. John Cartwright, c'est un peu le gars qui était le plus connu à l'époque du mouvement chartiste. Le mouvement chartiste, c'est un mouvement donc d'individus privés, d'intellectuels, de fonctionnaires, de politiciens, de militaires, de féministes qui étudient et discutent et proposent de constitutions. Donc des gens qui sont des activistes politiques. Le mouvement chartiste des années 1830 et 1840. Donc John Cartwright, un joueur de concession constitutionnelle, pousse monsieur, madame, tout le monde à faire comme lui. Et là, tout le monde veut faire des chartes. Donc, les commentateurs de taverne, ça commence un peu à cette époque-là. John Cartwright a influencé des gens comme Karl Marx et Frédéric Engels. Et oui, donc politiquement, les marxistes ont copié des activistes constitutionnels du début du 19e siècle. C'est intéressant ça. Donc c'est la fin de la section gratuite aujourd'hui. On est rendu à 1 heure. Très important de m'aider en finançant mon travail, en prouvant que je suis pertinent dans la sphère audiovisuelle, podcastique québécoise. Venez vous abonner, 5$ par mois, c'est un café par mois. C'est comme si vous me payez un café par mois pour que je vous entretienne de lectures intéressantes. Donc, yanrojdi.com, vous pouvez vous abonner sur mon Substack Infolettre. Ça, c'est yanrojdi.substack.com. Dans ça, quand vous allez recevoir, par exemple, ici, le podcast sur le nouvel ordre mondial, je vous fais les résumés. Vous avez tous les liens. La version gratuite, la version payante. Vous pouvez partager tout ça. Vous voyez aussi, quand je fais des spéciales avec Mathieu Lévesque, je les mets dans l'infolettre. Vous pouvez aussi vous abonner sur YouTube. Cliquez sur le bouton se joindre ici. Vous allez avoir accès au podcast pour les abonnements ici. Vous les voyez pour membres. Tout est là. Malgré qu'il y a certains extraits qui sont censurés pour droit d'auteur. Vous pouvez envoyer des dons via GiveSendGo. Vous pouvez vous abonner sur Twitter. De toutes ces manières-là, ça m'aide à poursuivre ce travail-là. Si vous ne m'aidez pas, je ne peux pas poursuivre ce travail-là. Si ça continue à la vitesse actuelle, d'ici printemps prochain, je pourrais avoir le niveau du salaire minimum. C'est pas suffisant. Là, par exemple, je suis tellement stressé puis je sors tellement pas de ce temps-ci que j'ai pris 15 livres dans les 2 derniers mois. Donc, il faut que vous m'aidiez à retourner à l'église. Puis, comme ça, je vais arrêter de manger mes émotions parce que je m'ennuie chez nous. Et donc, j'ai besoin de votre aide, cher Patricien. Merci à tous ceux qui supportent mon travail. Chapitre 6, Mathieu Lévesque, ou dimanche prochain, whatever. En tout cas, on se voit. Bonne semaine.